Le management des cancers professionnels en entreprise. Dans cette présentation, je vais voir avec vous un ensemble d'outils que peut utiliser le médecin du travail, le professionnel de la sécurité au travail, ainsi que les cadres, pour les gérer. Dans le management, il y a ce que l'on appelle la roue de Deming, comme vous le voyez sur ce schéma, est caractérisée par 4 étapes. Planifier, faire, vérifier, puis réagir. En fait, il s'agit d'une démarche de qualité du management au sein d'une entreprise. Nous allons commencer par les cancérogènes, mutagènes et agents ayant un impact sur la reproduction. Les cancérogènes engendrent la prolifération de cellules tumorales. Les mutagènes agissent directement au niveau des chromosomes et entraînent donc des modifications, et les agents qui agissent sur la reproduction ont pour cible les cellules de la fertilité, spermatozoïdes. Pour déterminer si un agent est cancérogène, les chercheurs ont recours à des expérimentations et ou des observations. Il y a différents types d'expérimentations, les expérimentations animales, les cancers ou les effets CMR qui surviennent lors d'une exposition environnementale, surtout chez les habitants de zones et de sites industriels. Les habitudes toxiques ont un effet CMR. Il en va de même pour certains aliments dans lesquels nous retrouvons des additifs qui sont cancérogènes, comme le E320, qui est classé dans le groupe 2B, cancérigène possible pour la part, le Centre international de recherche sur le cancer. Et il y a les expositions professionnelles. Le CIRC, ou Centre international de recherche sur les cancers, International Agency for Research on Cancer, est une institution qui dépend de l'Organisation mondiale de la santé. Elle classe ces CMR. Le groupe 1 rassemble 127 agents qui sont prouvés comme étant cancérogènes pour l'homme. Le groupe 2A regroupe 95 agents. Il rassemble quant à lui les agents qui sont identifiés comme étant probablement cancérogènes pour l'homme. Le groupe 2B, quant à lui, regroupe 323 agents qui sont susceptibles d'être cancérogènes pour l'homme. Et le groupe 3, 500 agents qui ne sont pas classables quant à leur cancérogénicité pour l'homme. Voilà pour les 4 grandes catégories de cancérogènes. Ici, nous avons sur ce schéma des exemples de cancers selon les organes. Vous voyez qu'il y a des cancérogènes pour la peau, comme l'arsenic, la cyclosporine, les huiles de schiste, etc. Il y a des agents cancérogènes pour les voies digestives, l'acétaldéhyde, les rayonnements solaires, les boissons alcoolisées qui sont cancérogènes pour la bouche, les voies digestives supérieures et l'estomac, comme nous le voyons ici. Les boissons très chaudes, le caoutchouc, le nettoyage à sec, ainsi que l'utilisation de l'opium, sont connus comme étant cancérogènes pour l'estomac. Le tabagisme, les rayons X et gamma le sont aussi pour le côlon. Pour les poumons, nous citerons l'amiante, l'arsenic, le beryllium, le cadmium, les fumées de soudage, autant d'agents qui sont cancérogènes pour les poumons. Quant au foie, les agents reconnus, c'est le chlorure de vinyle, la contraception par les oestrogènes, l'arsenic, l'aspartame, etc., qui sont cités comme tels. Enfin, pour les voies urinaires et génitales, on cite le 2-naphtylamine, l'arsenic est composé, la benzédine, l'industrie de fabrication du caoutchouc, les peintures, l'exposition aux peintures, l'exposition professionnelle en tant que pompier, etc. Les produits chimiques en Algérie. Sur ce tableau, nous avons les statistiques de 2004 quant à l'utilisation de ces produits par catégorie. Par exemple, les pesticides en milieu agricole, 3747 tonnes ont été utilisées en 2004. Les insecticides, 13 676 boîtes. Même chose pour les engrais, 522 752 tonnes. Les produits pétroliers, que ce soit le pétrole brut ou le GPL. Vous avez les produits chimiques industriels qui sont utilisés dans les établissements de fabrication et de transformation. Vous avez donc 818 571 tonnes pour les liquides, 40 838 103 litres. Les produits chimiques de consommation, 392 172 tonnes. Les produits chimiques utilisés par les traitements des eaux usées domestiques, la chaux, les polymères, l'hydrochlorure de calcium, tous ces chiffres sont cités pour l'année 2004. Il faut dire qu'il a été très difficile de retrouver dans les références ces statistiques. Qui repère les CMR? Dans une entreprise, vous avez l'acheteur qui doit être en mesure de les repérer, ainsi que tous les professionnels de la sécurité au travail, comme les ingénieurs et techniciens de sécurité, les médecins du travail, et enfin, le salarié doit être formé pour pouvoir identifier les produits cancérogènes
sur son lieu de travail. Pour chacun de ces acteurs, il y a des implications très précises et des plans d'action que l'on peut réaliser. Par exemple, pour les salariés, une formation préalable avant l'affectation au poste de travail ainsi qu'une information. Comment repérer? Nous allons voir un peu les outils et les méthodes, ce qui est l'objet essentiel de ma présentation. En premier lieu, nous avons les textes réglementaires et législatifs. Par exemple, ici, dans le journal officiel, nous avons l'arrêté interministériel du 25 novembre 2015, qui a été publié par le ministre de l'Énergie en 2016 et qui fixe la liste et classifie les matières et produits chimiques dangereux. C'est un document auquel vous pouvez vous référer, que vous devez avoir à côté ou sur votre ordinateur. Le décret présidentiel du 11 avril 2005 relatif aux mesures de protection contre les rayonnements ionisants est un document important. En premier lieu donc, une recherche documentaire et l'analyse des bases de données peut être une source intéressante pour identifier ces substances. Alors, ici, vous avez par exemple une application mobile, Classify Index, qui est une application mobile pour identifier et comprendre les dangers des produits chimiques que vous pouvez avoir sur votre smartphone et vous avez les réponses pour chaque produit que vous noterez sur cette application avec tous les effets de cet agent, y compris les effets cancérogènes. Des fiches d'aide au repérage que l'on note FAR. Alors ici, sur le site de l'INRS, vous avez un certain nombre de ces fiches. Comment elles se présentent? Un tableau avec 4 colonnes, avec les activités dans la première colonne et les sources d'émission. La deuxième colonne vous indique les cancérogènes avérés ou suspectés pour ces activités ou pour ces sources d'émission. La probabilité de présence dans la troisième colonne. Et enfin, des commentaires. Voici une liste des fiches d'aide au repérage des cancérogènes que vous retrouverez facilement sur le site de l'INRS et que vous pourrez télécharger. La fiche FAR0 présente une fiche d'aide au repérage type et puis vous avez la 1, c'est pour l'usinage des métaux, la 5, c'est la fabrication de verre plat. Vous avez les fonderies d'aluminium dans la 7, dans la 15, vous avez le soudage et le brasage des métaux. La 25, c'est les soins dentaires, etc. Nous avons les fiches toxicologiques de l'INRS qui sont très intéressantes. Ce sont des synthèses techniques et réglementaires des informations concernant les risques liés à un produit ou un groupe de produits chimiques. Ici, vous avez le panneau sur lequel vous pouvez effectuer votre recherche en indiquant le nom chimique, si vous l'avez, le numéro de la fiche, si vous la connaissez, le numéro CAS, le numéro CE et les termes éventuellement qui sont recherchés. Par exemple, ici, cancer des silice, limitation, etc. Les normes et les systèmes internationaux constituent aussi une source d'informations normatives pour la production et l'utilisation des produits chimiques. Le premier système, c'est le système général harmonisé de classification et d'étiquetage des produits chimiques, que l'on note SGH, est promu par les Nations Unies. Il définit les exigences en matière de classification, d'étiquetage des substances chimiques et des mélanges de produits chimiques, ainsi que le format et le contenu des fiches de données de sécurité. Ici, nous avons un tableau pour le CLP, c'est le règlement relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges. Par exemple, nous avons les agents mutagènes en haut à gauche sur les cellules germinales. Et c'est des catégories 1A et 1B. Vous avez l'icône avec la notation danger à gauche pour la catégorie 1A et 1B. Attention pour la catégorie 2. Et vous avez le code H340 peut induire des anomalies génétiques, H341 susceptible d'induire des anomalies génétiques. Il en est de même pour la cancérogénicité. Les catégories 1A et 1B, vous avez pour le danger le code H350 qui peut provoquer le cancer et dans la catégorie 2, attention, H351 susceptible de provoquer le cancer. Les toxiques pour la reproduction, vous avez pour la catégorie 1A et 1B d'icône danger avec le code H360 qui peut nuire à la fertilité ou au fœtus. Même chose pour la catégorie 2, c'est le code H361 susceptible de nuire à la fertilité ou au fœtus. Et puis, il y a les effets sur ou via l'allaitement. Il n'y a pas de pictogramme, pas de mention d'avertissement, mais vous avez un code H362, peut être nocif pour les bébés nourris au lait maternel. Voilà pour le CLP qui est donc développé par l'Agence européenne pour la santé et sécurité au travail. Le règlement riche, quant à lui, enregistrement, évaluation, autorisation et restriction des produits chimiques de l'Union européenne, contient des dispositions spécifiques pour les substances cancérogènes, mutagènes et reprotoxiques. Il comprend 6 gros paquets, l'enregistrement obligatoire, l'évaluation approfondie,
l'autorisation spéciale, les restrictions et interdictions, les obligations de communication et les substances candidates à l'autorisation. Les substances qui doivent être utilisées dans les espaces de travail doivent être soumises à des évaluations supplémentaires et des mesures de contrôle pour minimiser l'exposition des travailleurs. Cette tendance de mise en place de systèmes de contrôle et de gestion des agents CMR d'une manière générale est une tendance mondiale. C'est ainsi que par exemple en Chine, j'ai retrouvé cet article de 2017, des mesures de gestion des produits chimiques ont été adoptées par la Chine et ils ouvrent la voie à un monde détoxifié. Vous voyez que c'est en mai 2017. La fiche de données de sécurité, outil incontournable de gestion du risque chimique en général et cancérigène en particulier. L'observation des lieux de travail et l'analyse des tâches est aussi un outil intéressant pour identifier des CMR. Un exemple ici, sur une photo que j'ai prise dans ma ville, à Annaba, nous voyons ici un salarié qui bitume une voie sans aucune mesure de prévention. Dans cette entreprise qui produisait du mercure, qui est actuellement donc fermée, j'ai personnellement surveillé les salariés exposés au mercure et cet agent est connu pour avoir des effets neurologiques et pendant des années, j'ai surveillé donc médicalement ces travailleurs. Et ce n'est qu'après la fermeture, lors d'une visite, que j'ai pris ces images, où l'on voit des conduites qui sont percées et à côté de l'amiante. En fait, ces corrosions, ces trous étaient obturés à l'aide d'amiante, qui est reconnue comme étant un agent CN. La polymérisation du chlorure de vinyle, tout le monde connaît le PVC, hein. Nous avons à Skikda une usine qui produit ce chlorure de vinyle. Alors, dans ces marmites où s'effectue la polymérisation, après la polymérisation, des agents sont chargés de nettoyer ces marmites. Et c'est durant cette étape que les salariés sont exposés aux émanations de monochlorure de vinyle qui est connu comme agent cancérigène pour le foie. Un autre outil très important, un peu moins utilisé, c'est la métrologie, donc la surveillance de l'environnement et des produits par des prélèvements et des mesures. La métrologie peut se faire dans l'air, dans l'eau et sur le sol. Alors, vous avez cette base métropole, toujours sur le site de l'UNRS. C'est le recueil des méthodes d'évaluation de l'exposition professionnelle validée par l'INRS pour le prélèvement et l'analyse d'agents chimiques. Effectivement, très intéressante cette base de données dans la mesure où il vous suffit d'introduire le nom de famille ou le nom de la substance elle-même et vous obtiendrez les méthodes d'évaluation de l'exposition professionnelle à utiliser. Alors, une fois qu'on a vu un peu comment évaluer, et il faut agir. Ici, nous avons sur cette présentation les éléments de prévention des risques concernant l'utilisation des CMR. Avec tout à fait au début, l'action de prévention la plus recommandée, c'est la suppression ou la substitution de l'agent CMR quand cela est possible. Puis vient la prévention intégrée dès la conception, essentiellement c'est le travail en système clos. Puis les équipements de protection collective, système de ventilation, captage à la source. Suivent les équipements de protection individuelle, gants, lunettes de sécurité, masques, et enfin l'affichage de consignes et les bonnes pratiques de sécurité. En bleu, ici représenté l'efficacité de chacune de ces mesures. Nous voyons que l'efficacité diminue de l'action aux substitutions de l'agent CMR aux affiches et consignes de bonnes pratiques de sécurité. Ici, vous avez une autre base de données à laquelle vous pouvez accéder sur le site de l'INRS. C'est la présentation des fiches d'aide à la substitution des cancérogènes, FAS. Vous voulez savoir comment substituer un produit par un autre ou quel produit utiliser pour effectuer une substitution. Vous avez dans cette base de données une description de l'utilisation du produit à substituer, des avis sur la substitution du produit elle-même, c'est une liste de produits à utiliser, et la substitution des procédés lorsque c'est tout le procédé qu'il faut modifier. Par exemple, ici, nous avons la fiche d'aide à la substitution lors de l'utilisation de la silice cristalline. La prévention intégrée, c'est le travail en système clos. À gauche, vous avez une image de l'ensachage mécanisé des ciments afin de réduire les émissions de poussière dans une cimenterie. Nous sommes dans un pays où il y a beaucoup de cimenteries et nous exportons même du ciment. Vous voyez qu'il est possible de réduire sur le poste d'ensachage
ensachage, par exemple. Si vous avez visité cimenterie, vous comprendrez l'intérêt de cet ensachage mécanisé. À droite, c'est une conditionneuse d'hydroquinone dans une fabrique de produits chimiques. Vous voyez que tout est encastré et qu'il n'y a aucune émanation de poussière ou autre. Alors, les équipements de protection collective, comme la ventilation, le captage à la source. Là, j'ai choisi 4 images. Dans la première, en haut à droite, vous voyez, c'est la vue générale d'un atelier d'usinage et de son système d'aspiration et de ventilation. À droite, le captage à la source de poussière sur un poste de découpe de matériaux en fibre céramique réfractaire. En bas, à gauche, c'est le captage des fumées de soudage par une torche aspirante. À droite, en bas à droite, c'est le poste de finition disposant de cloches d'aspiration. Les équipements de protection individuelle, les gants, les lunettes, masques et vêtements. Sur ces images, nous avons en haut à gauche des opérateurs qui sont équipés d'une combinaison à usage unique avec des gants, un casque de chantier, des chaussures de sécurité et un masque complet à ventilation assistée sur un site de dépollution. À droite, en haut à droite, vous avez un opérateur avec équipement de protection individuelle dans un laboratoire où sont manipulés des nanomatériaux. En bas à gauche, c'est un opérateur en combinaison à usage unique avec un masque à ventilation assistée dans un chantier de désamiantage. À droite, en bas à droite, un opérateur avec équipement de protection individuelle sur un site de traitement et de valorisation des déchets. Enfin, nous avons les consignes et bonnes pratiques de sécurité qui ne doivent pas être oubliées. Vous voyez ici les étiquettes, les affiches de sécurité qui doivent contribuer à la prévention. Elles ont un contenu, il faut qu'elles soient évolutives et adaptées aux conditions particulières de l'entreprise. La surveillance médicale, quant à elle, relève plus des professionnels des services de médecine du travail, infirmiers et médecins du travail, secrétaire médical. On va la survoler en 4 étapes. La première, c'est la surveillance clinique, puis vient la surveillance radiologique, la surveillance biologique et enfin la surveillance épidémiologique. Un exemple de surveillance clinique à travers ces articles qui datent du 20 janvier 2020. Le travail de nuit est un facteur de risque important pour le cancer du sein. Et il y a un geste clinique simple à faire, c'est la palpation et apprendre aux femmes salariées l'autopalpation du sein qui permet un dépistage plus ou moins précoce en clinique. La surveillance biologique, nous voyons une base de données qui s'appelle Biotox, toujours dans le même site de l'INRS. Cette base est extrêmement intéressante. C'est un outil pour la mise en œuvre de la surveillance biologique des expositions professionnelles aux agents chimiques à destination du médecin du travail. Et il suffit de mettre le nom de famille chimique et vous avez les analyses à effectuer, que ce soit des métabolites ou le produit chimique lui-même que vous allez retrouver dans les milieux biologiques. La surveillance radiologique, nous avons ici des images à titre d'exemple de l'asbestose. Enfin, la surveillance épidémiologique qui est extrêmement importante. Vous voyez dans cet article sur le chlorure de vinyle et les maladies du foie, les travailleurs exposés au chlorure de vinyle monomère ont un risque plus élevé de carcinome hépatocellulaire qui est un cancer extrêmement rare et qui n'a pu être défini par un médecin italien. Et vous voyez que jusqu'en 2019, vous avez encore des articles qui sont publiés. Il avait une petite série de cancers du foie chez ces travailleurs dans une unité de PVC. Alors, l'évaluation et la notion de seuil et de limite d'exposition, c'est aussi intéressant. Les limites d'exposition professionnelle pour les agents cancérogènes peuvent être déterminées à l'aide de calculs de risque ou de facteurs d'évaluation par défaut. Vous voyez ici, c'est un article du 16 mars 2023. L'étape finale, c'est lorsque vous mettez en place tous ces plans d'action, il faut ajouter une étape, celle du feedback. Donc l'opinion des salariés, des sondages, des commentaires, des avis, des idées, des conseils qui vont revenir pour que ceux qui ont mis en place ces actions de gestion des cancers professionnels en entreprise puissent améliorer leurs actions en utilisant la roue de Deming. Merci pour votre attention.